La relation entre un enseignant et un enfant peut prendre trois formes: l'autorité, l'amitié et l'identification à l'enfant. L'autorité est nécessaire parfois, mais elle peut aussi être dommageable car elle ferme l'esprit de l'enfant. L'objectif idéal est de devenir un ami, un soutien, quelqu'un que l'enfant aime et en qui il a confiance. Cependant, être trop gentil et serviable peut être exploité par les enfants. Il est donc important de trouver un équilibre entre l'amour et la fermeté. La discipline doit être exercée avec amour et fermeté, non pas avec colère. En favorisant une relation ouverte avec l'enfant, on peut l'aider à s'épanouir et à explorer de nouvelles perspectives. Parfois, il est même possible de se mettre à la place de l'enfant et de l'écouter avec émerveillement, ce qui peut conduire à des moments de profonde connexion et d'inspiration. Une simple parole d'encouragement ou un geste peut avoir un impact énorme sur la vie d'un enfant et les relations entre enseignants et élèves peuvent jouer un rôle déterminant dans leur parcours scolaire. Dans sa biographie, on découvre qu'elle est passionnée de mathématiques, ce qui est inhabituel. En général, les femmes ne suivent pas des études poussées en maths. Cependant, elle raconte qu'autrefois, elle était très mauvaise en maths et qu'elle rêvassait tout le temps en classe. Un jour, son professeur a dit qu'elle avait le potentiel de réussir en maths et lui a demandé de s'asseoir à côté de lui. Grâce à cette attention personnelle, elle a réussi l'examen suivant et depuis, les mathématiques sont devenues sa matière préférée. Cette connexion personnelle a fait toute la différence et a pu semer en elle la passion pour cette discipline. On peut donc dire que les enseignants ont un rôle fondamental dans la transmission de connaissances. L'amour est la base de la relation d'apprentissage et de la communication des connaissances. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une force qui se donne sans réserve. Ensuite, on parle du feu de la connaissance. La connaissance est distincte de l'information. Elle éveille en nous une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière. Elle brûle les impuretés et nous rend purs. Elle éclaire les ténèbres et donne chaleur et concentration. La connaissance est préexistante, elle est déjà là quelque part, et nous sommes réceptacles de cette connaissance. Pour pouvoir la recevoir, il est nécessaire d'avoir de l'humilité. Sans cela, la connaissance nous échappe. En somme, les enseignants ont un rôle essentiel dans le processus d'apprentissage et la transmission des connaissances, en créant une connexion personnelle et en cultivant l'amour et l'humilité chez leurs élèves. L'humilité est une attitude importante à avoir à la fois pour l'élève et pour l'enseignant, car elle favorise le partage de connaissances. En enseignant, on grandit en donnant du savoir, on ne perd rien, on gagne. La connaissance grandit lorsqu'on la partage, elle ne reste pas statique. En tant qu'enseignant, on prend plaisir à enseigner car cela nous permet de grandir. Notre objectif doit être d'éveiller la soif de connaissance chez l'enfant, car une fois cette étincelle allumée, tout le reste suit naturellement. En ce qui concerne l'importance de l'eau dans l'enseignement, cela sera abordé plus en détail les jours prochains, mais pour l'instant, il faut comprendre que l'enseignement n'est pas simplement un travail, c'est une tâche sacrée. Il est primordial de se rappeler chaque jour pourquoi on a choisi d'être enseignant et de ne pas oublier notre passion et notre désir de partager et de grandir ensemble. Pour ce qui est de l'enfant, il est important de changer notre perception et de le considérer comme une âme en évolution. Tout ce que nous avons étudié dans notre vie académique a peut-être été oublié en termes de contenu, mais cela nous a laissé des compétences et des capacités qui sont précieuses. Il est donc primordial de se concentrer sur le développement des facultés de l'enfant plutôt que sur le contenu de l'enseignement. Ces facultés, telles que la capacité de penser clairement, la perspective du monde, la confiance en soi et la capacité de communiquer, sont ce qui compte réellement à long terme. Dans le but de soutenir le développement des capacités de l'enfant, nous devrons introduire des activités et des techniques d'apprentissage adaptées pour favoriser leur développement. L'objectif est d'encourager la croissance de ces facultés et de mettre moins l'accent sur la simple accumulation de connaissances. Dans ce texte, l'auteur propose un changement de perspective dans l'éducation en mettant l'accent sur le développement des facultés de l'enfant plutôt que sur le contenu des informations. Selon lui, toutes les matières peuvent être utilisées pour développer les facultés, qu'il s'agisse de l'observation, de la pensée rationnelle, de l'association, etc. Il souligne l'importance de développer en premier lieu la faculté d'observation, qui nourrit ensuite les autres facultés. Il mentionne également le développement des habiletés motrices, la capacité à noter les similarités et les différences, et à faire des associations. L'auteur explique qu'il existe différentes couches de l'esprit qui traitent ces différentes opérations, et que celles-ci doivent être développées et entraînées pour utiliser au mieux les connaissances et les expériences passées dans le présent. Les TIC ont la capacité de prendre des impressions de tous les événements qui se produisent dans votre vie, grâce à une mémoire automatique qui enregistre tout. Cependant, votre problème survient lorsque votre intellect tente de chercher une mémoire spécifique dans cette substance et ne parvient pas à la trouver. Votre mémoire consciente n'est pas très efficace, tandis que votre mémoire subconsciente est automatique et parfaite. Par exemple, si je vous demande combien de pas vous avez fait depuis votre réveil ce matin, vous ne vous en souviendrez pas, mais votre esprit subconscient, sous hypnose, pourra dire précisément 516 pas. En effet, il enregistre automatiquement tous les détails de ce qui vous arrive. La mémoire dont nous parlons ici est la mémoire consciente, qui doit avoir accès à la mémoire subconsciente pour extraire des informations. Cela dépend de la plasticité de l'esprit, appelée chitta. Lorsque l'esprit est apaisé, il devient capable de recevoir de l'observation et de se souvenir avec précision des perceptions et des détails.
C'est là que la mémoire de base de l'observation est stockée. Ensuite vient le mana, qui est l'esprit des sens. Cet esprit se tourne vers l'expérience des sens et utilise ce qui provient de l'observation pour comparer, associer, ordonner et organiser, ainsi que pour élaborer des pensées rudimentaires. Il est responsable de la formation des impressions de pensée. Ensuite, il y a l'intellect proprement dit, que l'on appelle le body. C'est la partie de l'esprit qui est conscient de soi. Jusqu'à ce point, l'esprit des sens n'est pas conscient de lui-même. C'est pourquoi, lorsque vous vous réveillez, vous n'êtes pas conscient de penser, mais seulement de ressentir de l'inconfort. C'est lorsque vous êtes complètement éveillé que vous réalisez que vous pensez ou que vous êtes mal à l'aise. Le fait que l'esprit puisse se distancer de lui-même est crucial et unique à l'être humain. C'est ce qui nous rend capables de nous changer et de prendre conscience de nous-mêmes. Les deux moitiés de l'intellect, le cerveau gauche et le cerveau droit, ont des fonctions différentes. Le cerveau gauche est principalement analytique, tandis que le cerveau droit est principalement synthétique. Le cerveau gauche se concentre sur les nombres, les quantités, la grammaire, la structure et l'information, tandis que le cerveau droit se concentre sur le sens, la couleur, les sensations, l'intuition et la compréhension. Bien que le cerveau gauche soit souvent considéré comme plus important dans notre système éducatif actuel, le cerveau droit est en réalité le maître de la connaissance. Il détient la compréhension et l'intuition nécessaires pour créer des expressions créatives à partir de cette connaissance. Si notre éducation privilégie trop souvent le développement du cerveau gauche, notre connaissance sera fragmentée et inefficace. Les personnes extraordinaires sont celles qui ont également développé leur cerveau droit. En conclusion, la mémoire est un processus complexe qui implique à la fois la mémoire consciente et la mémoire subconsciente. L'esprit subconscient enregistre automatiquement les moindres détails de nos expériences, tandis que l'intellect, ou body, est capable de se distancer de lui-même et de comprendre la connaissance pour l'exprimer de manière créative. Le développement équilibré des deux hémisphères cérébraux est essentiel pour une connaissance complète et une progression infinie. On parle du fonctionnement des deux moitiés du cerveau et de leur harmonisation. Lorsqu'une personne souffre d'épilepsie, on peut la soumettre à une opération qui coupe le lien entre les deux moitiés du cerveau, ce qui permet de les faire fonctionner séparément. Par exemple, lorsque cette personne regarde une image avec son œil droit, connecté au cerveau gauche, elle voit une scène sans pouvoir exprimer d'émotion. En revanche, lorsque cette même personne regarde la même image avec l'œil gauche, connecté au cerveau droit, elle ressent une belle émotion sans pouvoir analyser la scène. Par conséquent, il est important de former les deux parties du cerveau de manière distincte mais aussi de les harmoniser pour permettre à la conscience de circuler facilement entre l'expérience et l'expression, de l'observation à la compréhension. En fait, il existe déjà une connexion plus forte entre les deux parties du cerveau chez les femmes par rapport aux hommes, ce qui explique leur meilleure expressivité émotionnelle, leur intuition plus développée et leur capacité à comprendre plus facilement les émotions des autres. Cependant, les hommes, ayant une connexion plus faible entre les deux parties du cerveau, ont tendance à rationaliser les choses et à bloquer l'expression émotionnelle spontanée. L'objectif est donc de former les deux parties du cerveau et de les harmoniser pour développer pleinement notre potentiel. Les génies sont ceux qui ont réussi à faire cela, mais tout le monde peut le faire. Il s'agit également d'ouvrir notre esprit à l'intuition et à la connaissance spontanée, qui sont à l'origine de la créativité. En outre, il est intéressant de comprendre que l'intelligence peut être divisée en 7 types différents, l'intelligence musicale, l'intelligence logique, l'intelligence linguistique, etc. Donc, lorsque nous planifions un contenu d'enseignement, il est important de mettre en valeur chacun de ces types d'intelligence pour permettre à tous les élèves de s'épanouir. En conclusion, l'objectif est de former et d'harmoniser les deux moitiés du cerveau pour développer notre potentiel créatif et dépasser les limites humaines. Il est également important de reconnaître les différentes formes d'intelligence et de les valoriser dans notre enseignement. L'intelligence spatiale est la capacité à percevoir et comprendre l'extension tridimensionnelle des objets. Les personnes ayant cette intelligence ont la capacité de visualiser les choses et de créer des modèles mentaux. Cependant, il y a une difficulté biologique pour les femmes dans le domaine de l'intelligence logique mathématique et spatiale. Les filles peuvent être meilleures que les garçons en mathématiques au niveau inférieur, car elles sont naturellement plus sensibles au sens physique et à l'observation. Mais à mesure que les mathématiques deviennent plus abstraites et impliquent la visualisation, les garçons prennent souvent l'avantage en raison d'une hormone spécifique dans le cerveau qui favorise la rotation spatiale. Les filles peuvent cependant développer ces compétences, en s'entraînant et en s'efforçant d'améliorer leur intelligence spatiale. De même, les hommes peuvent apprendre à développer leur intelligence interpersonnelle, qui est souvent moins développée en raison de différences hormonales. Il est donc important d'encourager les filles à développer leur intelligence spatiale en utilisant des activités et des jeux adaptés à leurs compétences naturelles. Dans cette partie du discours, le conférencier aborde l'importance de l'intelligence spatiale et kinesthésique. Il explique comment les kits de construction sont souvent conçus pour les garçons avec des images de grues, machines et gadgets, ce qui ne suscite pas nécessairement l'intérêt des filles. Il souligne comment les filles peuvent également développer leur intelligence spatiale en leur proposant des activités plus adaptées à leurs intérêts, comme la construction de maisons, de visages ou de scènes complètes. Il affirme que les filles peuvent accomplir autant que les garçons dans ce domaine si elles persévèrent.
Le conférencier aborde ensuite l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire la capacité de prendre conscience de son corps et de ses mouvements. Il propose une expérience dans laquelle les participants doivent rapprocher leurs doigts sans les regarder. Il explique que nous sommes plus conscients de l'espace devant nous que de l'espace au-dessus de nous, derrière nous ou en dessous de nous. Il souligne l'importance de développer cette conscience corporelle, comme le faisait le célèbre artiste Houdini avec ses doigts et un professionnel qui répare une voiture avec une connaissance précise des différentes parties du moteur. Il conclut en soulignant que différentes activités comme la danse, la gymnastique, le chant ou la peinture aident à développer cette intelligence kinesthésique. En résumé, le conférencier insiste sur l'importance de prendre en compte les différences de genre et d'intérêt lors de l'enseignement de l'intelligence spatiale et kinesthésique. Il encourage à proposer des activités adaptées pour que chaque enfant puisse développer pleinement son potentiel dans ces domaines. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes formes d'intelligence et propose des exercices pour les développer. Il mentionne d'abord l'intelligence corporelle, en invitant les lecteurs à être conscients de leurs mouvements et à marcher de manière harmonieuse en étant conscients de tout leur corps. Ensuite, il parle de l'intelligence intrapersonnelle, qui concerne la conscience de ses propres pensées et émotions. Il encourage les étudiants à être conscients de leur motivation et à développer leur capacité à se motiver. L'auteur aborde également l'intelligence interpersonnelle, qui consiste à comprendre les émotions et les comportements des autres, et à utiliser cette connaissance pour établir des relations harmonieuses. Enfin, il évoque l'importance du développement émotionnel et moral, en proposant des expériences et des exercices pour apprendre à faire face à des valeurs et des émotions. L'auteur mentionne notamment la narration d'histoires et l'interprétation de situations dans une pièce de théâtre pour développer la maîtrise de ses émotions. Il suggère également l'introspection et la discussion pour réfléchir à des situations et apprendre à les gérer émotionnellement. Dans ce texte, l'auteur souligne 4 approches visant à cultiver la personnalité et le caractère des individus. Tout d'abord, il mentionne la pratique d'activités collectives, comme le basketball, qui permettent d'apprendre à coopérer et à maîtriser ses émotions. Ensuite, il évoque l'importance de la culture, qui consiste à raffiner les émotions et à exprimer des formes harmonieuses. Il mentionne l'art, la littérature, la musique et la danse comme des moyens efficaces pour cultiver les émotions. Ces dimensions culturelles doivent être intégrées dans l'éducation, que ce soit à l'école ou par le soutien des parents. L'auteur souligne également l'importance de ne pas supprimer ces activités créatives au moment des examens, car elles favorisent la créativité et l'ouverture de l'esprit. Enfin, l'auteur mentionne la notion de perfection, en soulignant que bien que l'amour parfait ne soit généralement pas réalisable dans la réalité, il existe dans le domaine psychique et la recherche constante de cette perfection est inhérente à la nature humaine. Finalement, l'auteur encourage la culture des émotions afin de donner un sens à la vie et d'exprimer notre potentiel le plus élevé. La culture et la sensibilité sont essentielles pour protéger les enfants de la dégradation de la société occidentale. Sans cela, ils deviennent ennuyeux et perdent leur intérêt, ce qui entraîne une déshumanisation. La musique et les formes occidentales sont déshumanisantes, c'est pourquoi l'art moderne est souvent laid. Les enfants sont exposés à des perversions sur Internet et cela va s'aggraver à moins qu'ils ne soient sensibles et raffinés pour rejeter ce qui est grossier. Les enfants qui tombent dans ces pièges sont souvent ceux qui ont manqué de sensibilité et de culture à la maison. La sensibilité et la culture sont la meilleure protection pour les enfants contre ces influences nocives. Par ailleurs, la concentration et la sensibilité sont les 2 grandes dégénérescences chez les enfants aujourd'hui. Il est donc important de développer ces compétences par le biais de l'éducation artistique. La science et l'art sont liés et ne devraient pas être séparés artificiellement. Les émotions sont étroitement liées à nos énergies, et il est donc important de les entraîner et de les maîtriser pour rester optimistes et pleins d'énergie. En prenant le contrôle de nos énergies et en ouvrant notre esprit à l'énergie infinie qui nous entoure, nous pouvons maintenir une orientation positive et dynamique. Enfin, il est important d'entraîner également notre corps pour qu'il soit en bonne santé, souple, discipliné et endurant. Dans cette synthèse, il est mentionné que certaines dimensions doivent être entraînées afin de pouvoir persister dans des travaux que l'on n'aime pas faire, et ce aussi longtemps que nécessaire. Il est essentiel d'être efficace dans la vie. Le texte parle ensuite d'un célèbre général indien, Anu Singh, qui s'est entraîné physiquement en pratiquant quotidiennement des asanas et du pranayama. Pendant la guerre indo-pakistanaise, il est resté debout sur le champ de bataille pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir, plein d'énergie et parfaitement lucide. Le texte souligne l'importance de l'entraînement physique, qui affecte non seulement le corps mais aussi les émotions et l'intellect. Les activités physiques, telles que la gymnastique, la danse et les jeux, doivent faire partie intégrante du curriculum. Le texte souligne également l'importance de la concentration et de la volonté dans l'apprentissage. Ces 2 facultés sont essentielles pour développer pleinement toutes les autres facultés. Swami Vivekananda affirme que la concentration est la seule méthode pour acquérir la connaissance et que sans elle, rien ne peut être appris. Il souligne également que la concentration de l'esprit est essentielle à l'éducation et que la valeur d'une personne peut être jugée par sa capacité de concentration.
L'auteur conclut en affirmant que le pouvoir de concentration est plus important que la simple accumulation de connaissances factuelles, et que si on devait refaire son éducation, on développerait d'abord la concentration pour ensuite collecter les connaissances nécessaires facilement. Travailler avec concentration est essentiel pour pouvoir accomplir rapidement et efficacement les tâches qui nous sont assignées. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne sommes pas entraînés à développer le pouvoir de concentration, ce qui nous rend incapables de maintenir notre attention plus que quelques secondes à la fois. C'est un véritable problème dans l'éducation, car les élèves ont du mal à se concentrer et à suivre le cours. Deux raisons expliquent cette incapacité à se concentrer: la découpe des matières en séquences de 40 minutes, qui affaiblit la concentration, et la télévision, qui agit comme un moyen efficace pour affaiblir le pouvoir de notre esprit. En effet, les enfants qui regardent beaucoup la télévision ont tendance à être moins concentrés que ceux qui en regardent moins. Pour développer la concentration, la lecture est une excellente solution. En lisant des livres qui nous passionnent et qui nécessitent de visualiser les scènes décrites, nous pouvons augmenter notre capacité de concentration. Comme les muscles, la concentration se développe en l'utilisant régulièrement, et il est possible de l'entraîner en se focalisant sur une flamme ou un point fixe pendant quelques minutes chaque jour. Au bout d'un mois de pratique, nous pourrons constater une amélioration significative de notre concentration dans toutes nos études. Il est important de sensibiliser les enfants à l'importance de la concentration dès leur plus jeune âge, sinon ils risquent de rencontrer des problèmes d'attention par la suite. Un exemple concret est celui d'un enfant qui présentait des troubles de l'attention et de la parole. Plutôt que de le diagnostiquer avec des troubles dyslexiques ou du déficit de l'attention, il a été conseillé de développer son pouvoir de concentration et sa clarté mentale à travers des exercices de respiration et d'observation des lettres. Les résultats ont été probants et ses capacités d'apprentissage se sont considérablement améliorées. Il est donc évident que la concentration et la clarté mentale sont des compétences essentielles à développer pour réussir dans nos études et dans notre vie en général. Dans cet extrait, l'auteur parle de différentes facultés mentales telles que la concentration, la volonté et la mémoire. Il raconte l'histoire d'une personne qui a réussi à surmonter des problèmes de bégaiement grâce à la concentration et à la volonté. Il explique également comment développer sa volonté en commençant par de petites résolutions et en augmentant progressivement la difficulté. En ce qui concerne la mémoire, l'auteur souligne l'importance de l'observation et de l'intérêt pour retenir les informations. Il propose des exercices pour améliorer la mémoire en utilisant les sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, qui correspondent à nos forces individuelles. En concluant, l'auteur affirme que la concentration, la volonté et la mémoire sont des facultés mentales essentielles à développer pour atteindre nos objectifs. Dans ce discours, l'auteur parle de la façon de surmonter ses faiblesses conscientement. Il explique qu'en observant visuellement et en se concentrant sur les détails, on peut améliorer sa mémoire et sa perception. Il donne l'exemple de se souvenir des plaques d'immatriculation des voitures ou des noms écrits en les associant à d'autres éléments. Il souligne l'importance de faire des efforts pour corriger ses défauts et de maintenir une connexion avec sa dimension psychique, qui réside en nous et est constituée de qualités telles que la douceur, l'amour, la curiosité et la joie. Dans le contexte de l'éducation, l'auteur encourage les enseignants à transmettre ces qualités aux élèves en les intégrant dans leur enseignement et en encourageant le développement de leur dimension psychique. Il affirme que l'objectif de l'éducation est d'organiser la personnalité de manière à refléter l'âme et de permettre à chaque enfant de devenir une âme en évolution. L'auteur souligne également l'importance d'une approche intégrale de l'éducation qui prend en compte tous les aspects de la personnalité et de la vie d'un enfant. Il conclut en affirmant que cela demandera un changement de mentalité, mais que cela rendra nos salles de classe plus belles et favorables à l'épanouissement des élèves. Finalement, une respiration collective OM est proposée pour favoriser l'assimilation de ces idées.